Hello les voyageurs! De retour d'un road trip de 15 jours en septembre au pied des Pyrénées espagnoles, je vous partage mon voyage en 2 vidéos. Dans cette deuxième partie, je poursuis mon périple sur les pistes aragonaises. Au programme un lac salé, la fameuse route jubière, des bunkers datant de la guerre civile, la cachette du Zorro espagnol, des villes médiévales et des villages abandonnés, des curiosités géologiques et une randonnée à flanc de falaise où j'emprunte des passerelles et un pont suspendu. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, likez, commentez et partagez. Prêt pour l'aventure? Générique! Première étape à Almonacid de la Cuba, une petite ville nichée dans un environnement naturel exceptionnel. La cité accueille depuis 2 millénaires un étonnant témoignage de l'époque de l'occupation romaine en Aragon. Mais bon, avant de vous montrer tout ça, faut d'abord que j'arrive à me faufiler dans un dédale de ruelles certes charmantes, mais surtout très étroites. C'est plutôt serré, mais ça passe nickel. Faut juste espérer ne pas devoir croiser un véhicule venant en sens inverse. Zut, en parlant du loup. Heureusement, la conductrice fait marche arrière et laisse passer Bernie, ma machine à voyager plutôt imposante. Ça m'évite de devoir faire des manœuvres plutôt hasardeuses. Merci madame. Bref, j'arrive enfin au joyau de cette vieille cité, le plus haut barrage de l'Empire romain, qui, malgré les ans, continue encore aujourd'hui à irriguer les cultures et à approvisionner en eau la population urbaine. Je pars maintenant pour des étendues plus vastes. Allez, c'est parti, direction le salar de Sástago-Bujáralos. Cet endroit unique en Europe était recouvert, il y a 5 millions d'années, d'un gigantesque lac salé. Il s'est asséché et des dolines ont commencé à se former. Après, l'eau salée s'est infiltrée dans le sol et, il y a environ 100 millions d'années, des salines se sont formées. La plus grande est la lagune de la Playa. Cette étendue salée longue de 3 km sur 2 a une superficie de 227 hectares. Elle ne se remplit complètement qu'en période de pluie abondante. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Mais le reste du temps, elle est sèche et recouverte d'une pellicule blanche de sel. La couleur rougeâtre de l'eau est due à la présence en très grand nombre d'Artemia salina, de minuscules crustacés de couleur rouge qui survivent depuis l'époque des dinosaures dans les eaux saturées en sel. Ici, l'extraction artisanale du sel pour la consommation domestique remonte à des temps très anciens. Pourtant connu depuis le néolithique comme excellent moyen de conservation de la viande et du poisson, le sel a véritablement été extrait de manière industrielle au XVIIe et au XVIIIe siècle. Un processus relativement long qui nécessitait beaucoup de main-d'œuvre. On peut visiter les ruines du plus grand des bâtiments. Allons y jeter un coup d'œil. La bâtisse servait non seulement de logement, mais aussi d'entrepôt et d'écurie, car la plupart des tâches étaient effectuées à l'aide de mulets. Le premier remplissage des aires de battage avait lieu au tout début du printemps, et au bout d'un mois, l'eau s'étant évaporée, le sel était alors collecté puis stocké afin qu'il puisse sécher de mai à octobre. Le reste de l'année, et jusqu'au printemps suivant, les ouvriers s'employaient à commercialiser la récolte. Je quitte cet endroit chargé d'histoire qui aujourd'hui, à l'abandon, laisse place à une réserve naturelle où vivent des espèces animales et végétales que l'on ne trouve que dans ce type de zone géologique.
je traverse la steppe aragonaise, direction le désert de Los Monegros. J'emprunte la fameuse route Jubière à la découverte des Tozales, ces curieuses formations géologiques qui font la réputation de ce lieu insolite et qu'il ne faut en aucun cas louper si vous êtes dans le coin. J'évolue pendant 2 jours dans ce décor splendide, digne des westerns américains. Je ne m'étale pas sur le sujet et vous invite à visionner la vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne et dans laquelle je vous partage en images ma découverte de ce lieu fantastique. J'emprunte la route Orwell pour aller visiter plusieurs bunkers et tranchées de la guerre civile espagnole. Arrêt en chemin pour explorer un premier édifice. Il s'agit d'un long tunnel plutôt étroit. Le temps d'allumer ma lampe frontale et je pars à la découverte de ce vestige militaire. Mais ma progression est vite stoppée. Le tunnel est inondé. Je rebrousse chemin. Je reprends la route des tranchées. Certains bunkers ont été restaurés et comportent des panneaux d'information et des coupures de journaux de l'époque. Leur visite est donc très instructive. Le bunker le plus complet et le mieux conservé est celui de George Orwell, l'auteur de La ferme des animaux et de 1984. C'est ici que le célèbre écrivain britannique a servi comme milicien jusqu'à ce qu'il reçoive une balle dans le cou et soit contraint de se retirer du front. Allez, je vous emmène visiter la tranchée et j'en profite pour vous faire un bref résumé de la guerre d'Espagne. Ce conflit historique, souvent considéré comme le prologue de la Première Guerre mondiale, opposa, de juillet 1936 à avril 1939, le gouvernement gauchiste républicain espagnol à une insurrection militaire et nationaliste qui refusait d'accepter la victoire électorale du Front populaire. Tout commença le 13 juillet 1936 avec l'assassinat du monarchiste Calvo Sotelo par des militants républicains. C'est cet assassinat qui a mis le feu aux poudres. Le 18 juillet 1936, le général Franco orchestra un coup d'État militaire qui plongea durant 3 ans l'Espagne dans une guerre civile sanglante. De 1936 à 1939, plus de 35 000 volontaires issus du monde entier sont venus combattre aux côtés des républicains gauchistes espagnols contre les nationalistes du général Franco, orientés à droite, voire à l'extrême droite. Mais les nationalistes, épaulés par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, éliminèrent progressivement la résistance républicaine, taxée de communistes, voire d'anarchistes, car soutenue par l'URSS. C'est finalement les nationalistes franquistes qui remportèrent le conflit. La guerre d'Espagne fit plus d'1 million de victimes, 145 000 morts, 134 000 fusillés, 630 000 morts de maladie et plus de 400 000 Espagnols obligés de s'exiler. Le régime franquiste s'installa dans un pays ruiné et précipita la chute du régime démocratique en Espagne en établissant durant 36 ans une dictature connue sous le nom d'État espagnol et dirigée jusqu'à sa mort en 1975 par Francisco Franco.
Un peu ému, je quitte cet endroit tristement célèbre pour reprendre la route. Direction les montagnes et plus particulièrement le San Caprazio à travers des pistes forestières. Il fait super beau et les pistes sont très roulantes. Je suis un à un des waypoints que j'avais préalablement enregistrés sur ma tablette. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo expliquant comment je prépare mes road trips et quel logiciel j'utilise. Je vous mets le lien en description. J'évolue à bonne allure au milieu des forêts de pins de la Sierra de Alcubierre. Les gros orages des derniers jours ont raviné la piste. Mais pas de souci. Bernie, mon Defender bien suspendu, avale les obstacles sans rechigner. Direction le sommet de cette montagne. La piste tourne autour de la montagne et monte tranquillement à flanc de falaise. Il y a bien un grillage qui rassure du vide, mais vu son piètre état, c'est une limite purement psychologique. J'arrive au sommet et la vue est fantastique. Je me dirige vers l'antenne relais. Mais si je suis venu jusqu'ici, c'est pour dénicher la cachette du célèbre bandit surnommé la Cucaracha. Je continue mon exploration à pied sur un sentier à flanc de falaise. J'avance prudemment car je suis perdu au milieu de nulle part et c'est vraiment pas le moment de tomber dans le vide. Les paysages sont grandioses. Il y a bien des piquets plantés dans la roche et aucune corde pour éviter de tomber dans le vide. Un escalier me permet de descendre au niveau inférieur. À 834 mètres d'altitude, à flanc de falaise, se trouvent deux habitats troglodytes où se cachait Mariano Gavin Sunyen, un célèbre bandit aragonais qui sévissait ici pendant la seconde moitié du XIXe siècle et qui volait les riches pour donner aux pauvres. C'est en quelque sorte le Zorro espagnol. Échappant systématiquement aux pièges tendus par la garde civile, il était toujours vêtu de noir, de la tête aux pieds, et c'est pour cette raison qu'on l'a surnommé El Cucaracha, le cafard en espagnol. Son histoire est à l'origine de la célèbre chanson La Cucaracha, qui est devenue, au fil du temps, et dans tous les pays hispanophones, le chant révolutionnaire et militant de référence.
Avec un peu d'insistance, j'arrive à ouvrir la porte. Je pénètre dans la première pièce. C'est un refuge. Des alcôves accueillent des matelas où les randonneurs peuvent se reposer. Un livre d'or attend d'être renseigné par les visiteurs. Dans une seconde pièce, un peu surélevée et creusée dans la roche, se trouve une étagère. Une seconde grotte, creusée elle aussi dans la roche, accueille aujourd'hui la chapelle de l'ermitage San Caprazio. Je quitte le repère de la Cucaracha pour trouver un lieu où bivouaquer. J'ai repéré sur la carte une tour carrée perchée tout au bout d'une piste et qui devrait m'offrir un spot et une vue sympa pour passer la nuit. La piste pour y aller est un peu technique, mais ça devrait le faire. La tour carrée est en vue, mais la piste pour s'y rendre, même si elle est très large, est fortement pentue. J'enclenche les vitesses courtes. Je descends tout doucement en première, au couple, sans toucher ni au frein ni à l'embrayage. Je laisse tranquillement faire la mécanique et si je glisse un peu dans cette descente abrupte, j'accélère un chouïa pour retrouver de la motricité. Me voilà arrivé au fond de la cuvette. Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Je progresse gentiment en deuxième courte sans faire hurler le moteur. J'arrive au pied de la tour carrée et je m'installe pour bivouaquer. Depuis la tour, la vue est splendide. Bivouac ce soir sous un ciel orangé. Je reprends la piste que j'ai empruntée hier, mais ce coup-ci en sens inverse. Descente au couple en première courte. Et remontée en deuxième courte. La pente est vraiment raide. Je pense qu'elle doit avoisiner les 30 degrés. On ne se rend pas bien compte à l'image, car la vidéo a tendance à écraser la perspective,
mais je vous assure que la pente était vraiment raide. Aïe, Bernie, mon défendeur cellule, commence à patiner. Il broute, plus moyen d'avancer. Je le mets rapidement en sécurité et j'entame une marche arrière la plus droite possible, histoire de ne pas reculer en dévers. Je redescends jusqu'au fond de la cuvette. S'offre à moi maintenant 3 options. D'abord, réessayer de remonter en prenant une autre trajectoire. Et si ça ne marche pas, dégonfler les pneus pour augmenter leur surface au sol de manière à avoir plus de contact avec la piste et donc plus de motricité. Et si là non plus ça marche pas le choix, je devrais remonter Bernie au treuil. Allez, je tente une remontée en changeant simplement de trajectoire. Ça broute un peu, mais Bernie continue d'avancer. Encore quelques mètres et je serai sorti d'affaire. Ouf, j'arrive sur le plateau. C'est dans ces moments-là que je me dis que j'ai vraiment fait le bon choix de voyager en 4x4 cellule. Merci Bernie. La tour carrée, qui m'aura donné quand même quelques sueurs froides, est tout loin là-bas. J'entame ma descente par les pistes vers le village de Farlette. En chemin, je croise des 4x4 équipés raides qui eux aussi vont évoluer sur cet immense terrain de jeu qu'est la Sierra Alcubierre. J'arrive au sanctuaire de Notre-Dame de la Sabine. L'église est fermée, alors je me contente d'une visite extérieure. Je vais maintenant visiter le village d'Alquezar, qui est classé comme l'un des plus beaux villages d'Espagne. Surplombant le parc naturel de la Sierra de Guara, ce village médiéval a conservé toute son authenticité. Le village est piétonnier, ce qui me permet d'apprécier ses petites ruelles pavées, les détails médiévaux de ses portes à arcades et de ses bâtiments en pierre. Alquezar, c'est aussi le départ de la randonnée des passerelles à travers le canyon du Rio Vero. La randonnée de 3 km dure environ 2 heures et ne présente pas de difficultés particulières. Elle peut aisément être réalisée en famille. Malheureusement aujourd'hui, et suite à un avis de tempête, la randonnée est fermée. Dommage. Je reprends la route pour gagner le village abandonné de Finestras. La piste que j'emprunte pour y arriver est très technique. Moi qui voulais tester les capacités de Bernie, mon nouveau véhicule d'aventure, me voilà servi. Enfin bref, je visite ce village abandonné, jadis réputé pour la qualité de son huile d'olive. Mais aujourd'hui, Finestras est surtout réputé pour accueillir une curiosité géologique hors norme, la muraille de Chine aragonaise. Là non plus, je ne m'étale pas sur le sujet et vous invite à visionner la vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne et dans laquelle je vous partage en images ma découverte de ce lieu fantastique.
Non loin de cette muraille, je pars randonner à travers les gorges de Mont-Rebeuil, via les célèbres passerelles de Montfalcon. Une grosse randonnée de 16 km dans un décor grandiose. Balade pédestre à découvrir aussi dans la vidéo sur la muraille de Finestras. Je termine cette virée espagnole en visitant le village médiéval de Montagnana. Une véritable incursion dans un village du Moyen-Âge. Ses origines sont antérieures au Xe siècle et le village est divisé en deux quartiers. Dans la partie basse, près d'un petit ruisseau, se trouvent essentiellement des fermes. La partie haute, bien plus protégée, concentre un riche patrimoine roman. Les deux quartiers du village sont reliés par un magnifique pont gothique à double arche. Imaginez le nombre de personnes qui ont foulé ces pavés depuis des siècles. Je trouve ça fantastique. Montagnana comptait autrefois 4 églises. Seules 2 subsistent encore aujourd'hui. Les vestiges des murs et des tours défensives me transportent au Moyen-Âge, au siècle des Templiers et des chevaliers hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Après un peu plus de 4000 km parcourus, c'est ici que je termine mon road trip dans le nord de l'Espagne. D'autres vidéos plus spécifiques à certains moments de mon voyage, notamment la découverte du désert des Bardenas, la route Jubière, les murailles de Finestras ou encore la randonnée sur les passerelles de Montfalcon, sont disponibles sur ma chaîne. Alors pour ne rien louper de l'intégralité de ce périple espagnol et de mes autres road trips, abonnez-vous et pensez à activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Sur ce, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.